with the death of Arthur, what accompanied that to some degree was a sort of urgency around being able to work out a way to articulate the way I felt about these matters. If I didn't talk about it, and if I didn't open up about it and talk freely about these sorts of things, the opposite would happen, and I would turn in on myself and just harden around the absence of my child. Learning how to talk about it, for me at least, had a significant impact on moving me forward and out of the darkness. Ce n'est pas facile de perdre un être cher. Ce n'est pas facile, même si faut toujours prendre la mort comme une étape qui va arriver dans la vie tard, parce que tu sois riche, que tu sois beau, que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois laid, que tu sois beau, demain, après-demain, dans 10 ans, 20 ans, dans 5 heures, dans 2 heures, ça, la mort, personne n'échappera et faut toujours penser que la vie qu'on mène, elle est temporaire. C'est temporaire et on a seulement un temps limité dans notre temps, sur notre temps. Mais c'est quand même une expérience qui peut être douloureuse, surtout quand tu perds un être très cher. J'ai perdu mon père, j'ai perdu mon grand frère. Je sais exactement le genre de sentiments que ça peut créer. J'ai perdu ça, je pense, à des âges très tôt. Et tout, mais j'ose imaginer ce que c'est. Je n'ose pas imaginer ce que c'est de perdre un enfant. Ça doit être un truc terrible. Je me mets un peu à la place de mon père qui avait perdu mon frère, mon grand frère. Il était âgé de 22 ans. J'imagine pas la douleur que c'est de perdre un enfant. Ça doit être horrible. C'est horrible. Surtout de la manière dont Nicky va perdre son enfant. Et si ce n'était qu'un enfant, je pourrais me dire encore que, ok, soit, et il a perdu 2 de ses enfants. Il n'en a pas perdu un, parce que même après la sortie de cet album-là, qui est sorti en 2019, 3 ans plus tard, il perd encore son fils aîné. Donc, force est de constater que la vie de Nicky n'est pas forcément la plus joyeuse. Je sais que peut-être pour mes abonnés un peu, on se demande un peu de qui je parle là. Je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui ne savent pas forcément de qui je parle. Je sais que peut-être pour mes abonnés afro, ce n'est pas forcément, je pense, africain ou afro-européen. Surtout, je sais que je touche beaucoup d'afro-européens. Je sais que c'est un artiste que vous n'entendez pas souvent. Mais Nick Cave fait partie de mes top 10 des plus grands artistes de tous les temps. Ça, un jour, je vous montrerai ma liste des artistes musicaux qui m'ont le plus marqué. Je pense que ça surprend. Je vous ai dit, hein, la musique que j'écoute, c'est pas Jimmy, c'est pas parler de Jimmy, parler de Wannabe Basquiat tout le temps. Je fais ça pour faire un peu amuser à la galerie, mais c'est pas vraiment le truc dont j'ai envie de parler. C'est ces gars-là dont je vous ai parlé. Je laisse des petits indices, comme vous voyez, petit à petit. Je sors un peu des carcans un peu de ce qu'on peut imaginer que je suis, parce que j'aime souvent surprendre les gens, j'aime souvent dire, je pense que je suis là, donc je suis comme ça, en fait, aussi. Donc, c'est un peu ça. Et Nick Cave, il fait partie des artistes. Mais qu'est-ce qui m'a amené à Nick Cave? Qu'est-ce qui m'a amené? Je sais plus, c'était 2013, je pense, en 2012-2013 que j'ai découvert Nick Cave. Il a une carrière plus longue que ça. Et je sais plus, c'était une interview, je pense. Sur Internet, une interview de Alain Soral que je regardais, avec Eric Nolot, à l'époque où ils sortaient leur livre en commun. Et Alain Soral, qui est un très grand connaisseur de musique. Et ça, il faut l'avouer. Alain Soral, bon, il y a beaucoup de choses, hein. C'est un personnage très controversé, hein, mais beaucoup de choses que j'ai appris aussi du gars. Et il parlait
son amour pour Nick Cave. J'ai dit, mais il parle de qui là? Et après, je suis parti explorer. Je me suis dit, bon, je vais essayer de découvrir un peu qui est ce Nick Cave. Et c'était l'album Push the Skyway. Et quand j'écoutais l'album Push the Skyway, ça m'avait tellement marqué à l'époque. Je me suis dit, waouh, c'est qui ce gars-là? Ça, c'est peu conventionnel par rapport à ce que j'écoute. Et j'ai commencé à plonger dans sa discographie. J'ai commencé à découvrir Batman Code. J'ai commencé à découvrir son groupe Grindelman. J'ai commencé à découvrir le Birthday Party. Et après, Tutti Quanti, j'ai dit, ah, cet artiste-là, même ses lyrics qui sont en même temps spirituel, mais en même temps aussi très provocatif, parce qu'il y a deux Nick Cave, mais il y a le Nick Cave du début de carrière qui est un peu très punk, très trash, très truc, du bord des parties où vous voyez là sur l'image où il était un peu truc, et surtout avec ce son là qui est Nick the Stripper, qui est un peu très hardcore. Et puis il y a le Nick Cave plus mature, à partir des albums un peu comme Let It Love In, Boatman Call, quand il commence à travailler avec le Bad Seed, Dig Lazarus et tous ces albums-là, et puis jusqu'à et jusqu'à ce qu'on voit là, Carla, et tout ce qu'on voit actuellement là. Et soi-même, je dois aussi faire un peu de petite parenthèse sur ça. Et on aime souvent faire croire que les artistes, ils sont mieux quand ils sont jeunes. Moi, je pense que c'est le contraire. Les artistes sont mieux quand ils sont âgés. Parce que quand tu es âgé, tu as une certaine expérience de vie que tu as déjà. Et quand tu as une expérience de vie déjà assez dense, tu arrives à discuter des choses de manière beaucoup plus concise et beaucoup plus mature. Alors que quand tu es jeune, tu es un peu plus reckless. Tu es un peu plus reckless, tout sort les autres et tout. Alors que quand tu prends de l'âge, tu deviens beaucoup plus mature et autres et tout. C'est pour ça que même, par exemple, je fais un peu de parenthèse, je ne peux pas être avec une femme de 20 ans. 21 ans, 20 ans, 19 ans, parce que j'estime toujours que tu n'as pas vécu. Tu n'as pas vécu et autres et tout. Alors que quand tu es avec une femme un peu plus âgée, c'est plus... L'album Ghostin est un album qui rend hommage au fils de Nick Cave qui s'appelait Arthur, qui est mort consommation d'LSD. J'ai même envie de dire aussi, bon, si l'enfant meurt de ça et qu'on connaît la vie de Nick Cave aussi, je pense aussi, si, sans vouloir taper, sans vouloir taper fort, hein, mais quand ton style de vie a été aussi un style de vie un peu, un peu désinvolte, tu prenais la drogue, comme ça, ouvertement devant tes enfants, je ne pense pas que tes enfants ne vont pas suivre, parce que les enfants, ils suivent plus ce qu'on fait que écouter ce qu'on dit. Donc, je me dis aussi que voilà aussi la part de responsabilité avec ta femme Suzy de laisser toujours les enfants participer un peu à ce lifestyle dont tu avais un peu, lifestyle rock'n'roll un peu. Aussi amené un peu à cette situation-là, je peux comprendre qu'il se sent un peu coupable un peu de ça. Et quelque part, il n'a pas trop tort de se sentir coupable. Parce que c'est ça, par exemple, moi je prends très peu d'alcool et je prends presque pas de drogue. J'ai fumé 2, 3 joints enfin 6, 7 joints dans ma vie, en passant comme ça, mais j'ai jamais pris de cocaïne, jamais pris trop d'alcool. J'ai pris une fois le LSD et c'était ma seule fois. Je suis pas très dans les substances illicites parce que je pense que les substances illicites, moi, mon don, c'est d'avoir un cerveau très rempli. Et le moment où tu commences à prendre des substances illicites, ça commence à détruire ton cerveau. Alors que quand tu as un cerveau, moi, mon don, c'est d'avoir un cerveau très rempli et très truc. J'ai besoin de mon cerveau pour fonctionner. Si je prends ces substances-là, ça va complètement détruire mon cerveau. Puisque j'ai grandi dans un environnement où il n'y avait pas ce genre de domaine-là, je me suis toujours mis à l'écart des gens qui participent à ça. Donc c'est ça un peu. Et pour revenir à l'album Ghostin c'est un album vraiment complètement dirigé vers la mémoire de son fils et la mémoire de trucs dans la production, dans le truc qui est encore comme d'habitude dans son groupe le Bad Seed, mais surtout aussi son collaborateur depuis très longtemps qui s'appelle Warren Ellis. Warren Ellis, c'est quelqu'un qui a
complètement chaperonné la deuxième partie de carrière de Nick Cave. C'est pour ça que justement Warren Ellis est toujours dans quelque chose de beaucoup plus comment dire le mot, spirituel un peu. Sa musique est très spirituelle un peu, sa musique est très truc. Warren Ellis, un incroyable violoniste, multi-instrumentiste qui arrive à complètement chaperonner les fabuleuses idées de Nick Cave. Et dans cet album, Langostine, que les fans de la première heure de Nick Cave n'ont pas vraiment apprécié, parce qu'ils trouvent un peu que le personnage trouvent un peu que le Warren Ellis un peu a rendu un peu Nick Cave mou. Je vois souvent ça dans les forums, mais je pense qu'il non, il a rendu beaucoup plus mature le personnage. Je trouve que les compositions de Warren Ellis sont géniales et hautes et tout. C'est pour ça que j'adore même les compositions de films qu'il fait, surtout le film parce que Nick Cave écrit des films aussi et généralement il compose des bandes son avec Warren Ellis. Il y a un film là que j'aime beaucoup là, qui était un de ses réalisateurs collaborateurs là, John Hillcoat là. Ils avaient fait un film là, ils avaient écrit un film là qui est génial. Ah, mais The Proposition, super western avec Guy Pearce. C'était super génial ce western là. Et tout, je pense qu'il avait fait aussi, je sais plus comment ça s'appelait encore le truc avec Tom Hardy et c'est Lawless. Ouais, je pense c'est lui qui l'avait aussi écrit. Je sais pas si c'est lui qui avait fait la bande son aussi avec Warren Ellis, mais je sais qu'il avait écrit le film là. C'est toujours un film réalisé par John Hillcoat. C'est pour ça que même les bandes son sont souvent géniales et tout. Et truc et dans Ghosting, on en revient vraiment dans ce genre de composition, la composition qui rappelle Haute toi et j'aime beaucoup la cover qui fait un peu une métaphore un peu au jardin d'Éden où il imagine un peu son fils qui vit maintenant un peu dans cet endroit un peu rêvé, génial. Et c'est ça aussi que j'ai envie de dire aux gens. Si vous voulez comprendre les artistes et comprendre les projets, essayez de regarder toujours ce qu'ils vivent dans leur vie. Parce que les artistes, ils racontent leur vie. Ça va pas plus loin. Hein. L'inspiration, tu puisses dans ta vie et tes expériences de tous les jours. Et ça, c'est un album, un très bel hommage à son enfant. Et Ghosting, vraiment, c'est un peu triste de se dire souvent que certains artistes, pour faire certains trucs qui sont presque des chefs-d'œuvre, ils sont obligés de passer parfois dans des moments difficiles, même un peu de dépression particulière, un peu pour créer parfois le meilleur œuvre. Je pense par exemple à Surfer Stevens, c'est le dernier album de Surfer Stevens. C'est un album complètement sur la dépression, c'est magnifique, hein, mais quand tu l'écoutes, tu dis wow, c'est c'est triste un peu de se dire que il faut qu'il passe par des moments comme ça pour nous donner des œuvres géniales, alors que humainement, il se sent pas bien, quoi. Alors que émotionnellement, il se sent pas bien, quoi. C'est un peu triste. C'est la même chose un peu quand je suis Ghosting un peu, là. Mais ça a été aussi un exercice pour lui, pour pouvoir faire le deuil de son enfant, le deuil de la mort de son enfant. Et c'est quand même triste de se dire que 3 ans après cet album-là, il perd encore un enfant, et son premier enfant, quoi. Donc, moi, c'est un truc, mais c'est un album qui m'a beaucoup marqué dans l'année 2019. C'est un album qui m'a beaucoup marqué et beaucoup enchanté quand je l'écoutais l'année 2019, qui était l'un des albums que j'écoutais le plus à cette époque-là. Cette époque-là. Et je voulais vous faire partager ça pour vous faire un peu rentrer un peu dans le style musical que je suis vraiment. Et que vous découvrez aussi ce personnage un peu parfois ambigu et parfois un peu particulier qu'est Nick Cave. Et quoi de mieux que de parler de, je pense, son avant-dernier album en date. Il avait un dernier album qui s'appelle Carnage. Mais bon, c'est plus un album en collaboration avec son collaborateur, toujours Warren Ellis, mais là, ils étaient juste à deux. C'était pas son album avec le Bad Seed. Et pour moi, c'est une belle introduction un peu pour ceux qui ne le connaissent pas, Nick Cave. J'espère que ça vous permettra de découvrir aussi pour ceux qui connaissent pas Nick Cave, les afros là, et de découvrir un peu Nick Cave. Mais pour ceux qui le connaissent et tout, peut-être de rappeler à quel point l'album Ghosting était génial. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.